Monsieur Mélenchon, bonsoir. Farah RK, créatrice de contenu politique sur les réseaux. On commence à avoir l'habitude de se voir aux conférences des nouveaux médias. L'avantage, c'est que vous avez un programme. Et donc, on peut questionner votre programme à cette période de la campagne. Donc, moi, j'ai lu le programme de la France Insoumise et j'espère qu'on aura le temps de se pencher sur plusieurs éléments pendant cette conférence. Ce soir, je vais m'arrêter sur 2 chapitres. Le premier chapitre sur lequel je vais m'arrêter, c'est celui sur l'Europe. Et le deuxième chapitre sur lequel je vais m'arrêter, c'est celui sur le partage des richesses. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, parce qu'en fait, dans le premier chapitre, vous dites que si les négociations avec l'Europe sur le statut de la Banque Centrale Européenne échouent, vous appliquerez votre programme quand même et que vous le ferez en désobéissant les règles, en tout cas que vous donneront la BCE. Et dans le second, c'est-à-dire dans celui du partage des richesses, vous dites que c'est justement à cette même Banque Centrale Européenne que vous demandez de racheter la dette française, d'en effacer une partie sans intérêt et de vous laisser un découvert sans limite. Sachant que vous dites être prêt à vouloir désobéir d'un côté, mais que vous comptiez quand même entièrement sur la BCE pour financer votre programme de l'autre, comment faites-vous coïncider les deux pour être certaine que la BCE s'aligne finalement sur le programme? Oui, il n'y a aucune difficulté à le faire. Merci pour votre question, puisque ce sont 2 sujets qui ne sont pas corrélés. Le partage de la richesse produite actuellement n'est pas corrélé à ce que la Banque centrale fait de la dette. Deuxième non-corrélation, la dette n'est pas un obstacle au partage de la richesse, ni même à une action de développement de la consommation populaire. Ce sont 2 questions différentes. La question numéro 1 concerne la désobéissance. Bon. La désobéissance s'appuie sur un principe dont vous avez observé que nous en faisons une règle d'intervention d'une manière générale. Quelle est cette règle? Le refus de normes conduisant à de la régression sociale ou écologique. Nous désobéissons aux règles européennes si elles aboutissent à une régression sociale ou écologique, petit 1. Petit 2, si elles empêchent un progrès écologique et social. Voilà. Donc il y a 2 raisons pour lesquelles nous désobéissons, et dans les 2 cas, c'est lié directement à la question de non-régression sociale et écologique que nous venons de défendre, les armes à la main, si j'ose dire, dans le dossier Corse. Nous avons dit aux autonomistes corses que d'abord nous sommes convaincus de leur loyauté, c'est-à-dire que nous pensons qu'ils ne nous ont pas menti. Et je continue à le penser. Mais on leur a dit, on est obligé de vous dire que nous qui pensons avoir en charge la nation française, nous ne sommes pas d'accord pour un droit à différenciation et donc nous ne sommes pas d'accord pour un droit à régression sociale ou écologique. Nous avons obtenu la victoire dans le vote. Pas aussi claire, nette et précise qu'on l'aurait voulu, mais nous l'avons obtenue. Alors, ça c'est pour, on le fera. Ensuite, la suppression de la dette. Elle prend plusieurs formes. La première forme de cette suppression... Alors, je commence par dire, principalement, la dette n'est pas le problème qui est présenté d'une manière ordinaire. La dette s'évalue non pas sur une année de PIB, mais sur sa durée réelle faciale. Quand vous vendez un titre de dette, vous prenez l'argent, vous donnez le titre et vous vous engagez à donner une rétribution à ce titre de dette. Et quand vous arrivez au bout de la période, 8 ans, c'est la moyenne des titres de dette français, vous remboursez. En réalité, on ne rembourse jamais. On emprunte à nouveau pour payer. Et on recommence à payer des dividendes, des intérêts. OK? Tout le monde suit? Bon, voilà. Donc, la dette, rapportée à 8 ans, c'est 12% du PIB de 8 ans de production française. Bon. Par conséquent, il n'y a pas de quoi se jeter par la fenêtre, ni crier à la faillite. Mais, pour effrayer, on fait ce numéro pour dire qu'il faut couper, sans regarder le contenu. Pourquoi ça a de l'intérêt? C'est qu'on oppose le montant de la dette au montant du budget. Mais il n'y a rien qui empêche d'augmenter les prélèvements qui sont faits sur la richesse produite dans le budget et avec ça, de payer les politiques de relance de la consommation populaire. De quelle manière? Par exemple, en lançant des grands travaux ou des travaux d'une manière générale, en donnant, d'abord en revalorisant les salaires des fonctionnaires. Vous devez le savoir, les salaires des fonctionnaires, c'est le goutte à goutte le plus efficace qu'on ait pour relancer la consommation populaire. Quand on parle de plusieurs millions de personnes, qui ont une paye, qui est quand même pas de quoi aller passer ses vacances dans des villas de luxe. Hein. Bon, voilà. Ensuite, il y a les budgets que l'État donne aux communes pour faire des travaux. Aujourd'hui, sans la puissance publique, l'investissement dans le pays serait aux alentours de 0, car le capital privé n'investit pas.
je répète, le capital privé n'investit pas à proportion, mais déjà n'investit pas comme le fait la puissance publique. Vous retirez l'investissement public et dans le pays, il ne reste plus rien. Et d'ailleurs, nous avions annoncé que le fait de faire une politique de restriction aboutirait à un ralentissement. Et en ce moment, c'est à moi de poser la question aux partisans échevelés de l'Union européenne, que compte-t-il faire au juste avec une Union qui se met à augmenter les taux d'intérêt parce qu'il y a une inflation tout à fait provisoire liée à la guerre, provoquée par les Américains et pas par un fait économique spécifique, et qui augmente les taux d'intérêt pour éviter que l'inflation n'aille trop loin, sans pour autant compenser si peu que ce soit sur les salaires des fonctionnaires la dite inflation, à part pour les élus. Bon, je ne sais pas si j'ai été assez clair. Donc, il n'y a pas de contradiction. 2, la dette n'est pas le problème qui est posé. 3, la gestion politique du budget de la nation n'empêche pas du tout d'avoir des politiques redistributives, même si l'Union européenne venait à refuser l'annulation d'une partie de la dette. Je termine juste en vous précisant ce point. Quelle partie de la dette? Déjà celle qu'elle a. Pour commencer, ça serait un bon début. La Banque centrale européenne a racheté inconditionnellement, parce qu'elle n'arrivait à rien autrement, a racheté inconditionnellement des titres de dette détenus par les banques privées et qui étaient des titres de dette des nations. On lui propose de continuer à prêter directement aux nations plutôt que de transiter par les banques privées et de geler à taux zéro la dette. Alors là, pardon pour ceux qui ne sont pas branchés super économie, c'est pas votre cas, mais et ça consiste à prendre des titres de dette et vous les mettez au frigo. Vous pouvez les mettre à la cave, vous pouvez les mettre pendus au plafond. Ça n'a aucune espèce d'importance, cet argent n'existe pas. Ça, c'est le moment un peu compliqué où il s'agit de comprendre qu'une dette n'existe pas quand vous vous la devez à vous-même. Si moi-même je me fais un titre de dette de 1000 balles, je ne trouverai personne pour me le payer puisque moi je ne suis pas d'accord pour le payer. Mais je suis d'accord pour avoir le titre de dette. C'est un peu ce qui arriverait à la Banque centrale si elle avait des titres de dette et qu'elle devrait demander à des États de les payer, alors que ça leur... Où se trouvent les 18% de titres de dette, si vous voulez savoir où ils sont? Dans les caisses de la Banque centrale de chaque pays. Donc les 18% sont dans la Banque de France, donc il suffit d'y aller, de les prendre et les foutre au feu, il n'y en a plus. Et personne ne s'apercevra jamais que ça a disparu. Je caricature un peu à peine, mais c'est pour donner de la matière première au Monde et à d'autres journaux, pour s'en prendre à moi, parce que les pauvres, sinon ça devient difficile, tellement je suis devenu prudent. Donc, vous avez raison de dire qu'on pourrait penser que si nous avions commis l'erreur de suspendre à l'accord de l'Europe de faire notre politique de redistribution, on connaît la réponse. Mais, voyez-vous, moi je ne donne pas cher de la capacité de résistance de l'Union européenne à la politique des Français. Pourquoi? D'abord parce que nous sommes la deuxième économie du continent. Deuxièmement parce que la merveilleuse économie allemande, qui était paraît-il un modèle pour tout le monde, est paralysée dans une récession depuis 3 ans. Et par conséquent, ceux-là vont moins faire les fiers, d'autant que l'année prochaine, ils vont dépasser les 3% de déficit dans leur budget, vu qu'ils ont décidé de mettre un fric fou pour investir, pour faire, comme vous le savez, l'armée conventionnelle la plus importante d'Europe et divers autres balivernes que nous ne permettrons jamais. Alors, dans ces conditions, l'Europe a aussi est dans un état de faillite morale tel que ses plus ardents supporters ont même du mal à prononcer son nom. Ils mettent maintenant nous nous distinguons des LFI, alors pour ceci, pour ça, et sur l'Europe. Dites-nous quoi pour qu'on voit en quoi nous nous distinguons. Est-ce que c'est sur la Banque centrale européenne, avec la question que vous venez de me poser? C'est sur quoi leur différence avec nous? Sur le racisme? Sur quoi? Ils ne le disent jamais, parce qu'ils ont décidé, suivant la technique que vous connaissez, qui est une technique de bourrage de crâne, qui consiste à dire que nous allons quitter l'euro. Non, nous n'allons pas quitter l'euro. Et nous savons pourquoi nous ne quitterons pas l'euro. Parce que nous sommes dans un moment où, si nous quittions l'euro, nous n'aurions comme unique résultat qu'un tohu-bohu encore plus grand que celui que nous connaissons aujourd'hui. Et que nous renforcerions la position singulière du dollar, alors que notre objectif stratégique est de l'affaiblir. Et de même, nous ne quitterons pas l'Union européenne parce que c'est une zone de coopération, mais nous y resterons à nos conditions, c'est-à-dire avec le principe de non-régression et la désobéissance aux choses qui nous empêchent de fonctionner. Voilà, alors j'admets qu'en effet, visu, on pourrait dire il y a une contradiction, mais je vous rassure, si vous étiez inquiète, nous n'avons pas l'intention de demander à Mme van der Leyen ce que nous avons l'autorisation de faire. Par contre, nous avons l'intention, en tant que nation, de lui dire qu'elle n'a aucun pouvoir sur nous et qu'elle n'est pas élue pour ça.
D'ailleurs, elle est élue par le vote du Parlement européen et pas par les parlements nationaux. Mais je mets cette question de côté. Nous ne lui reconnaissons pas le droit qu'elle s'est donné de signer et d'appliquer des traités avec lesquels la France n'est pas d'accord, comme Mercosur, et nous verrons ce qu'il adviendra du traité avec l'Inde, qui est certainement un des plus grossiers et grotesques qu'on ait signé depuis bien longtemps.